Bonjour à tous et merci à Finance Innovation pour l'invitation. Je suis ravie d'être là pour animer cette table ronde auprès de vous. Merci. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Audrey Pinault, je suis diplômée en finance durable et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être directrice business consulting chez CG Business Consulting. J'interviens auprès des services financiers depuis maintenant une dizaine d'années. Et pour cette super table ronde, je suis aujourd'hui entourée d'intervenants de grande qualité, donc, qui ont été présentés par Vincent. Merci beaucoup. Je ne vais pas revenir sur les présentations dans ce cas-là. Aujourd'hui, donc le thème qui nous anime aujourd'hui, c'est parce qu'on observe tous une montée progressive de la part dédiée aux critères ESG dans le choix d'investissement. Ça nécessite donc une transformation en profondeur des processus de gestion en lien avec une stratégie établie. Donc les questions auxquelles nos intervenants vont pouvoir répondre aujourd'hui, c'est comment le secteur de l'asset management met-il en perspective les critères ESG pour qu'ils soient synonymes de performance tout en étant porteurs de sens vis-à-vis des idées des investisseurs? Comment intégrer des données extra-financières qui soient fiables dans les fonds et comment les gestionnaires d'actifs ont-ils construit une proposition de valeur qui permet de systématiser l'usage de ces données? Donc, pour commencer, je vais peut-être m'adresser à Elsa, Imen et Xavier pour nous expliquer quels sont, selon vous, les défis à relever en matière de finances durables et quelle méthodologie avez-vous construite dans vos entreprises respectives et déployée afin de répondre à ces défis? Bonjour à tous. Alors, je vais commencer. Donc, Elsa Scoury, financière de l'Échiquier. Et pour ceux qui ne le savent pas, la financière de l'Échiquier, donc c'est une société de gestion qui a aujourd'hui à peu près 12 milliards d'encours sur gestion, qui a un tout nouvel actionnaire à ma gauche. Mais aujourd'hui, donc, je suis là pour vous parler donc, des défis que l'on rencontre en tant que, en tout cas, producteur de produits financiers. Je dirais que le premier défi, c'est de tordre le cou à une idée reçue, qui est qu'on ne peut pas concilier la performance et la durabilité. Les années Covid ont permis de démontrer, donc on avait fait une petite étude d'ailleurs à la financière de l'Échiquier sur ça, qu'en réalité, les sociétés qui étaient les mieux notées d'un point de vue ESG dans nos portefeuilles étaient les plus résilientes pendant la période du Covid. Alors comme ça paraît un peu évident de le dire, mais c'est vrai qu'en réalité, c'était des entreprises qui avaient déjà à cœur de bien faire d'un point de vue social, environnemental ou même qui avaient une gouvernance robuste. Et donc c'est pour ça qu'elles ont été plus résilientes que les autres pendant cette période-là. Donc tordre le cou à cette idée reçue. Deuxièmement, le grand défi qu'on a, c'est de répondre à toutes les obligations réglementaires auxquelles on fait face. Donc là, je peux commencer une liste à la Prévert des réglementations, SFDR, la doctrine AMF, j'en oublie, les labels ISR, la taxonomie. Voilà. On a énormément de choses et de contraintes. Et donc déjà, en tant que producteur, ce qu'il faut, c'est réussir à produire de la donnée et des reportings les plus transparents possibles pour que nos investisseurs puissent prendre une décision en toute connaissance de cause sur nos fonds dits ISR. Et enfin, je dirais que le dernier défi qu'on a, c'est faire preuve d'énormément de pédagogie. Pédagogie envers nos distributeurs, et donc là je me tourne vers Imen, et également envers nos vendeurs ou encore nos gérants privés. Pourquoi? Parce qu'on dit aujourd'hui qu'il y a seulement 7% des conseillers en investissement financier qui évoquent l'investissement ISR auprès de leurs clients. Donc ça, c'est déjà une première problématique pour nous, quand on sait qu'on a 45% de notre gamme qui est labellisée ISR. Donc voilà, ça c'est déjà un premier problème. Et on a un deuxième défi qui est la formation. Enfin, en tout cas, on essaye pour justement répondre à ce problème de pédagogie de faire énormément de formation. Donc on a développé différents médias, que ce soit des podcasts Un pied devant l'autre, ça s'appelle, par Colline Pavot, que je vous invite à écouter, qui sont très intéressants et qui permettent de sensibiliser un petit peu à la cause, ou encore l'Échiquier Academy pour former l'ensemble des conseillers en gestion de patrimoine sur les problématiques ISR.
Alors après, je peux parler rapidement de méthodologie, si vous voulez. Voilà. Donc nous, pour sans être trop longue, parce que ça fait déjà un moment que je parle, donc nous, la financière de l'échiquier, l'ESG, c'est quelque chose qu'on a intégré depuis 2007. Donc on aime bien dire qu'on est précurseur, comme la plupart des boîtes de gestion sur la place. Mais je vais dire que nous, on l'est vraiment. Pourquoi? Parce que depuis 2007, et notamment à l'époque, on l'avait fait avec Eti Finance, donc, il y a un petit moment, on a commencé à construire une méthodologie propriétaire ISR. Cette méthodologie, elle est réellement en entonnoir, c'est-à-dire qu'on va d'abord avoir un univers d'investissement, ok, très bien, c'est large, auquel on va appliquer donc une liste d'exclusions. C'est un socle commun pour l'ensemble des sociétés qu'on a au portefeuille. Ok, deuxième filtre. On va calculer des notes ESG. Et alors, il faut savoir que la particularité de la notation ESG à la financière de l'échiquier, c'est qu'on aime beaucoup le G. Donc, en fait, le G, ça va être très important dans notre système de notation. Pourquoi? Parce qu'on a la conviction que quand on a une société où la gouvernance est sensibilisée aux problématiques de durabilité, en réalité, le S et le E, ça suit. Ce qui compte, c'est qu'il faut qu'il y ait un G très important. Donc c'est pour ça que le G, ça représente généralement 60% de notre note. Donc c'est un gros biais qu'on a à la financière de l'échiquier. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'aujourd'hui, donc le G, c'est quelque chose qui est noté en interne, donc la gouvernance, donc ESG pour les néophytes, entre guillemets, donc environnemental, social et G pour la gouvernance. Le G de la gouvernance, c'est de la notation purement interne et c'est toute notre gestion, donc tous nos gérants financiers qui sont intégrés dans ce processus de notation. Le E et le S, c'est un peu plus récent, maintenant on utilise MSCI, mais voilà, en tout cas il y a 100% des sociétés qui sont en portefeuille qui doivent être notées au sein de la financière de l'échiquier. Et Imen, je te laisse la main pour expliquer d'un point de vue distributeur. D'un point de vue distributeur et d'un point de vue de distributeur qui s'adresse à des investisseurs particuliers, donc Easy Bourse et le courtier en ligne du groupe La Banque Postale. Donc on est filiale à 100% du groupe La Banque Postale. Et dans la droite ligne justement de notre maison mère, on a fait donc de la finance durable notre fer de lance depuis un certain nombre d'années. On n'a pas attendu justement la réglementation SFDR ou la réglementation taxonomie pour le faire. On le fait depuis un moment. Et donc du coup, tout d'abord, les défis que l'on rencontre sont principalement au nombre de 3. La première, c'est la collecte des données. Donc l'accessibilité des données, justement, donc c'est le premier élément auquel on fait face, premier obstacle auquel on fait face aujourd'hui. On n'a pas nécessairement toutes les sociétés de gestion qui se sont mises en ordre de marche pour nous donner les informations dont on a besoin. On n'a pas forcément justement des informations également sur la durabilité de tous les fonds. On a comme notamment fournisseur d'informations Morningstar, mais Morningstar ne va pas justement noter par exemple des sociétés des fonds obligataires de la même manière, ou des fonds small cap, ou des fonds sur les marchés émergents. Donc l'accessibilité de l'information, la collecte de l'information est le premier défi clé auquel on est confronté. Le deuxième défi est la fiabilité des informations. Je reviens en fait à la classification donc SFDR, donc la fameuse réglementation européenne, voilà, donc qui a imposé à l'ensemble des sociétés de gestion de classer donc leurs fonds en article 8, en article 9 ou en article 6. L'article 9 étant justement donc l'objectif voilà, donc, de durabilité, l'article 8, l'intégration justement donc, significative de la durabilité, et l'article 6, pas du tout de durabilité. Donc on a un certain nombre justement de sociétés de gestion qui du coup se sont ruées sur en fait, les articles 8 ou les articles 9, sans nécessairement éventuellement bien creuser de quoi il s'agissait. Donc la fiabilité des informations est également quelque chose qui est très important pour nous. Et enfin la dernière, c'est la compréhension des informations. On s'adresse à la dame de Carpentras, on s'adresse en fait à des investisseurs particuliers avant tout, et leur parler de durabilité aujourd'hui, leur parler de SFDR, leur parler de taxonomie, en fait c'est pas du tout évident. Bon, ça n'est déjà pas évident pour ceux qui sont dans le domaine, ça l'est encore moins pour justement donc, ces investisseurs-là. Et donc voilà, c'est le troisième défi auquel on fait face, c'est la compréhension et donc la simplification justement donc, de ces différentes informations que l'on a. Comment on fait pour essayer d'y répondre à présent? Alors, concernant la collecte de l'information et la fiabilité des informations, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye justement d'avoir une pluralité de fournisseurs de données. Donc, on a bien entendu notre fournisseur principal, mais on a également les sociétés de gestion elles-mêmes. On travaille en architecture ouverte, ce qui signifie qu'en fait, on est sur à peu près 80 sociétés de gestion avec lesquelles on travaille. Et donc, on est en one-to-one avec l'ensemble de ces sociétés de gestion. On est en convention donc, bilatérale avec l'ensemble d'entre elles. Et donc, en fait, on a un interlocuteur dédié pour chacune de ces sociétés. Donc, ce qu'on fait, c'est que tous les ans,
tous les ans, on fait en fait un roadshow de nos sociétés avec lesquelles on travaille pour recueillir les informations, en fait, les mises à jour, les informations également nouvelles qui sont demandées éventuellement par les régulateurs ou qu'on veut nous-mêmes mettre en avant. Donc on recoupe les informations de notre fournisseur avec les informations des sociétés de gestion et on a d'autres sources de données comme par exemple pour les labels, les fournisseurs de labels, tout simplement, qui ont des fichiers Excel, éventuellement, qui nous mettent à disposition, nous, distributeurs, pour justement voir éventuellement ce qu'il en est. Donc on a aussi la Banque de France, qui depuis maintenant, l'année dernière, a agrégé tous les trimestres, en fait, l'ensemble des fonds labellisés. Bref, tout ça pour dire qu'à la fois en termes de collecte et de fiabilité, on essaye de recouper les informations de manière à ne pas avoir de trous dans la raquette et surtout également de manière, en fait, à comparer les informations entre elles et souvent, on voit parfois des divergences. Enfin, concernant la simplification de l'information, donc l'accessibilité à l'investisseur particulier, on est en fait sur deux choses. La première, c'est une sorte de grille d'analyse. On a essayé justement donc, de présenter à nos investisseurs particuliers la finance durable suivant 3 piliers. Ce qu'on appelle, nous, les piliers de l'engagement citoyen, donc d'EasyBourse, qui sont les piliers de l'engagement citoyen du groupe LBP, et qui sont la transition énergétique, l'inclusion sociale et le développement des territoires. Donc, on essaye de parler simple. On essaye de parler de consommation d'eau, de gestion des déchets, de gaz à effet de serre, mais en fait, voilà, avec des terminologies qui sont accessibles. Donc, on essaye d'avoir une grille d'analyse voilà, qui est assez comment dire, parlante. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on essaie également de multiplier les actions. Donc, on multiplie les décryptages. Donc, on a ce sont des décryptages qui mettent en avant des interlocuteurs clés, donc des experts dans le domaine qui vont nous parler justement donc, de sujets liés à la finance durable de manière assez simple. Et puis on a également des webinaires en live où justement donc, on invite nos clients à parler du sujet de la durabilité et donc à poser les questions, toutes les questions qui sont en lien avec la finance durable et avec nos propositions. Voilà. Merci Imen, merci Elsa. Effectivement, beaucoup de défis autour des données extra-financières. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur la méthodologie, Xavier ? Alors, nous, on va se situer chez Etifinance en amont. Etifinance, parmi les activités ESG, nous sommes une agence ESG, c'est-à-dire que nous sommes des producteurs de données ESG qui sont fournis aux investisseurs, aux asset managers notamment, pour leur permettre de construire soit leur propre méthodologie à partir de données externes, soit de définir des stratégies d'investissement. Donc, on est une boîte à outils pour eux. Alors, comment est-ce qu'on travaille ? On travaille, et quel que soit d'ailleurs MSCI, Etifinance, pas tout à fait la même taille, mais les process sont les mêmes, c'est collecter de la donnée. Il faut aller collecter de la donnée, et la collecte, elle est soit manuelle, soit avec l'intelligence artificielle, mais c'est compliqué, parce que souvent, on a des diffusions d'informations dans des tableaux par les sociétés cotées, c'est pas normalisé, CSRD devrait apporter, en théorie, une partie de la réponse. Donc il y a toute une phase de collecte de données sur la base des déclarations faites par les entreprises, que nos analystes vont vérifier. Et comme nous avons chez Etifinance des couvertures plutôt de petites entreprises cotées, on appelle les small et mid cap, nous nouons un dialogue avec elles, puisqu'elles diffusent un peu moins d'informations en moyenne que les grandes entreprises, elles formalisent moins leur politique. Et donc, pour leur permettre, encore une fois, d'avoir des réponses adaptées à leur taille et à nos grilles d'analyse, on leur donne la possibilité de compléter par des questionnaires en ligne afin de pouvoir ensuite évaluer leur politique. Alors, ça reste un travail finalement assez artisanal jusqu'à présent. Et même demain, si l'intelligence artificielle permet de collecter cette donnée, on restera toujours sur la base d'informations qui sont collectées. Qu'est-ce qu'on en fait de cette information brute ? D'abord, on la diffuse lorsque c'est demandé aux investisseurs parce que des consommations, des éléments, on va les retrouver ensuite dans les consolidations de produits et ça va être des éléments, des marqueurs d'impact. Et puis, on va également appliquer nos méthodologies de scoring pour permettre, dans des univers, de pouvoir évaluer une entreprise d'un secteur face à ses pairs et ainsi valider ou vérifier sa performance extra-financière par pilier, par sous-pilier ESG, afin de déterminer si c'est une entreprise avancée, moyennement avancée ou pas. Donc ça, c'est la partie, je dirais, notation des entreprises. Ça reste du scoring jusqu'à présent. Probablement, au fur et à mesure du temps, on va aller un peu plus dans l'analyse. Et ce sont des éléments qui fournissent, bien entendu, un support de décision aux investisseurs. Il y a un deuxième type de données que nous produisons. Ce sont des données qui sont issues des controverses, c'est-à-dire de l'information négative
diffusées de façon externe à l'entreprise. Bien entendu, avec Internet, maintenant, on a des sources d'informations multiples, notamment la presse, mais pas que. Et cette information négative, elle va permettre, quelque part, de vérifier si une entreprise qui déclare avoir formalisé une politique sociale avec un certain nombre d'éléments, de vérifier qu'en face de ça, il n'y a pas des controverses sociales rapportées qui tendraient à prouver que d'un côté, les choses sont écrites, mais de l'autre, la mise en œuvre est discutable. Et puis, il y a un troisième type de données. Et là, ce sont des données qui permettent aux investisseurs eux-mêmes de rapporter un certain nombre d'informations de façon réglementaire sur des informations qui ne sont pas communiquées par les entreprises. Et pour ce faire, on utilise des modèles. Alors, c'est quoi ? Si je veux donner aujourd'hui l'aliment de mon portefeuille à taxonomie, on en parlait à l'instant, il y a peu d'entreprises qui rapportent leur aliment à taxonomie dès lors qu'elles sont concernées. Pour pallier ce manque, qui va petit à petit être réparé, les agences comme nous, comme les nôtres, mettent en place des modèles qui permettent d'estimer et au sein d'un portefeuille, d'un univers, d'apporter une réponse, des ordres de grandeur permettant aux investisseurs, encore une fois, de se positionner ou de challenger leur propre recherche. Donc, en résumé, nous sommes une boîte à outils pour permettre aux investisseurs de mettre en place leur stratégie d'investissement responsable. Merci Xavier, c'est très intéressant, ça nous pose un beau contexte autour des défis à relever sur la finance durable qui sont très centrés sur les données extra-financières. Donc peut-être que maintenant qu'on a vu en amont et en aval de la chaîne ces défis et ces différentes méthodologies en fonction des points de vue où vous vous situez, on peut peut-être aller plus loin sur les explications, comment les données extra-financières aujourd'hui ont été systématisées dans les décisions d'investissement et comment elles ont été intégrées à tous les niveaux des processus de gestion. Patrick, peut-être, je vois que... Oui, moi je prends, ouais, je sais que c'est mon tour. Vas-y, je t'en prie. Bonjour à tous. Donc déjà aujourd'hui, la Banque Postale est bien représentée parce qu'on a le distributeur, on a l'asset manager et son collègue de la financière de l'échiquier. Donc là, on va faire la jointure finalement entre tout ce qu'on a dit. Finalement, voilà, il y a le fournisseur de données brutes, le distributeur. Nous, on est un petit peu entre les deux parce qu'en fait, on fait des fonds à la Banque Postale Asset Management. On a 57 milliards d'actifs sous gestion, beaucoup de fonds labellisés ISR. Donc nous, on a une politique de 100% ISR. Et notre particularité, c'est qu'on a développé depuis 5-6 ans une méthode on va dire de scoring. Donc on se sert justement de données brutes qui sont fournies par des providers de données comme Etifinance, mais d'autres. Donc on collecte aujourd'hui 20 sources de données extra-financières de différents providers. Et on a créé un modèle quantitatif qui permet de scorer aujourd'hui 10 000 entreprises. Donc plutôt des grandes entreprises, mais aussi des small et mid-cap. Et sur ces 10 000 entreprises, on a, on va dire, une note par pilier, par les grands piliers de l'ESG, donc environnement, social, gouvernance, mais aussi le pilier T, donc le pilier territoire, voilà, qui est cher au groupe. Et donc cette méthode qu'on appelle GREAT, donc c'est une méthode très quantitative, donc qui aujourd'hui malaxe une centaine d'indicateurs extra-financiers. Nous, on s'en sert pour notre gestion, donc c'est-à-dire que tous nos fonds sont scorés avec cette méthode. Donc tous les fonds doivent avoir un score minimum pour pouvoir, on va dire, être labellisés en interne, mais aussi donc ce moteur de scoring qui a été stress testé depuis 5 ans. On le met à disposition aussi de notre broker préféré, notre courtier préféré, donc, et on score on va dire les titres qui sont en portefeuille. Et on va dire ce moteur de scoring, on a l'ambition de pouvoir le mettre à disposition sur des plateformes un petit peu plus ouvertes à l'extérieur de notre groupe. Alors pour nos clients VIP qui font partie du groupe, comme par exemple CNP, mais aussi d'autres clients institutionnels qui sont friands de pouvoir comparer leur note interne avec une note qui agrège plusieurs sources de données financières. Et donc là, je peux faire la transition à Paul, qui est le dernier maillon de la chaîne, parce que lui, il va exposer tout ça sur sa plateforme Manaos.
Merci Patrick, bonjour à tous. Donc Paul Bureau de chez Manaos, on est une filiale de BNP Paribas et on a été créé à la suite de réflexions de ce type, en fait, issues de l'innovation interne, où en fait la banque un peu s'est posée sur qu'est-ce qu'une plateforme ouverte de type un peu agrégateur pourrait apporter, pas seulement au niveau des asset managers, mais tout au long de la chaîne, que ce soit l'asset manager dans son processus de gestion, le distributeur, donc comment est-ce qu'il va pouvoir parler à ses clients, en fait, pour leur expliquer, jusqu'à l'asset owner, l'investisseur institutionnel, qu'il soit assureur, mutuel, fonds de pension. Et en fait, on a pris pas mal de recul parce que notre industrie, soyons honnêtes, n'est pas très forte sur la data. Elle repose quand même sur énormément d'échanges de fichiers Excel par email, des FTP qui ne sont pas toujours SFTP sécurisés. Et assez souvent, quand on touche à un bout du processus de gestion, il y a pas mal de choses qui s'effondrent un petit peu comme un château de cartes. Et l'ESG, c'est beaucoup plus impactant que les crises précédentes qu'on a pu avoir. La crise du reporting avec les fact sheets, etc. C'était sur des données financières qu'on maîtrise. Et l'ESG, vous avez pu l'entendre, 20 sources agrégées, un asset manager de la maison que je ne citerai pas mappe 20 000 points de données par sous-jacent. Vous imaginez bien que c'est des choses qu'on ne peut plus faire avec l'ancienne méthode. L'ancienne méthode, c'était je télécharge plein de fichiers Excel, je mets ça dans une base Access, je tente de faire des VLOOKUP et j'en fais une fact sheet. Ça ne marche plus comme ça. D'autant plus que quand on veut l'intégrer dans les processus de gestion, quand on veut prouver que notre fonds est digne d'être un article 8 ou un article 9, eh bien, le marché réclame de la transparence. Il faut pouvoir expliquer, il faut pouvoir prouver. Vous avez vu toutes les accusations de greenwashing récentes. Les gens maintenant ne peuvent plus se permettre de dire « je mets ESG dans le nom de mon fonds, je monte les frais de 50 bips et ça va mieux se distribuer ». Il y a eu de ça, absolument pas à ma droite, je précise. Il y a eu de ça, et le marché maintenant a pris un peu de recul et se dit très bien, maintenant il faut prouver, et pour prouver, il faut maîtriser. Ce qui signifie que l'implémentation d'une stratégie ESG, ça requiert de prendre un peu de recul, de construire des nouvelles choses, des bases de données un petit peu plus sophistiquées que ce qu'on avait l'habitude de faire avant, des processus où on ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose qui n'est pas flexible, puisqu'on ne sait pas ce que va être l'ESG dans 1 an, l'ESG dans 2 ans, l'ESG dans 5 ans. La réglementation est encore un petit peu fraîche. On a déjà l'EET version 1.1.3.8, enfin bref, vous me suivez. Et donc l'idée majeure pour tous ces acteurs, et là je ne parle pas de ceux qui sont les précurseurs, parce qu'avec BNP on a quand même parlé à beaucoup d'asset managers, et il n'y a que 2 types d'acteurs sur l'ESG. Il y a les précurseurs et ceux qui sont perdus. Il n'y a personne au milieu, et c'est assez vrai. Ceux qui se sont positionnés, en général, ont investi, ont fait des choix intelligents, en général en se positionnant sur la data. On a eu un sujet juste avant qui disait que maintenant, tous les projets, il y a toujours la data qui est au centre. Ça signifiait de devoir être meilleur en IT, de devoir être meilleur en data, de commencer à recruter des data scientists, de commencer à s'attaquer à ça. Et eux étaient prêts pour la seconde phase de l'ESG. Le reste des acteurs, ils ont eu l'habitude d'investir uniquement pour la gestion, pour le front office. Et le reporting, la compliance, les réglementaires et le risque, on verra comment on fait. L'ESG, ça impacte toutes ces équipes-là. Et donc, en fait, ce n'est pas juste une question de l'intégrer dans des processus de gestion, c'est une question de comment m'assurer que ma donnée ESG, elle est retranscrite correctement et comprise de la même façon, que ce soit à la gestion, au risque, au pôle réglementaire, au pôle compliance et au pôle reporting, voire même sur le site web. Et en plus, ensuite de ça, moi, asset manager, comment est-ce que j'explique ma stratégie de gestion extra-financière à mes distributeurs? Et tout ça, c'est un challenge qui a créé d'ailleurs une nouvelle équipe. Les ESG analystes, ils n'existaient pas il y a 5 ans chez la majeure partie des acteurs. Ces gens-là, c'est plutôt des gens qui ont l'habitude de manipuler des grandes quantités de données. C'est des gens qui ne travaillaient pas en asset management avant, ou alors c'était des quants pour faire de l'algorithme. Et donc tout ça, c'est des challenges où une grande partie de l'industrie est quand même un petit peu perdue et pour le moment se contente d'aller cocher les cases en disant comment est-ce que je fais mon EET, comment est-ce que je fais mon PI statement, comment est-ce que je réussis à mettre dans mon prospectus quelque chose qui va prouver que mon fonds est article 8. Article 9, j'en parle même pas pour ce type d'acteur. Et c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment est-ce qu'on va réussir à intégrer ces chaînes de données ESG tout au long de ces processus intelligemment. Et si vous avez ce genre de problème, n'hésitez pas à nous appeler.
Merci beaucoup, Paul. C'est effectivement très intéressant. On observe la création de nouveaux métiers pour répondre à ces défis et pour notamment intégrer systématiquement les données extra-financières dans les fonds. Si on veut continuer à aller plus loin dans ces explications, maintenant qu'on a parlé de cette structuration qui commence à arriver au niveau de la finance durable, qui commence à exister même en tant que telle et puis en tant qu'une finance standard, mais toujours avec des critères ESG intégrés, comme le disait Patrick, dans maintenant 100% des fonds pour une grande partie des asset managers. Comment est-ce que, on commence à parler de la collecte de données, comment est-ce que vous collectez et comment vous mettez à disposition ces données au service de la performance, puisqu'on a parlé beaucoup de la structuration, comment on collecte la donnée, comment on arrive à créer des fonds d'investissement qui deviennent de plus en plus robustes. Comment est-ce que cette robustesse et ces critères sont aujourd'hui mis au service de la performance des fonds, qui est quand même la finalité pour tous les investisseurs? Alors, concernant la collecte, donc on l'a indiqué tout à l'heure, hein, on est beaucoup sur le recoupement des informations à partir justement donc, de notre fournisseur phare, donc encore une fois Morningstar, mais également à partir de nos sociétés de gestion et à partir effectivement des fichiers dont parle donc effectivement Paul, le fichier par exemple EET, qui est un fichier justement donc aujourd'hui standardisé, censé effectivement donc rendre compte voilà donc d'informations extra-financières. Donc on s'efforce éventuellement de faire une collecte multi-sources. On a également Great, bien entendu, mais Great nous servira éventuellement, et je vais en parler dans un instant, essentiellement sur les titres vifs plutôt que sur les fonds d'investissement. Ensuite, la mise à disposition de ces informations. Effectivement, trop d'informations tue l'information. Et notre mot d'ordre, c'est de dire, effectivement, il faut alimenter nos clients en données extra-financières pour les amener à opérer des choix, en fait, sensés à la fois sur le plan financier et sur le plan extra-financier, mais il faut le faire de manière intelligente. Donc, on essaye justement donc déjà d'alimenter. On a en fait une gamme de 1000 fonds justement sur notre plateforme aujourd'hui et de 200 fonds dans notre activité assurance vie. Et bien tous ces fonds ont une fiche valeur en fait qui associée. Et dans cette fiche valeur, on a décidé d'aller plus loin que nos autres concurrents éventuellement dans les données extra-financières. Je m'explique. Bien entendu, on va avoir éventuellement les labels, donc on est sur le label ISR d'État, on est sur le label Greenfin, sur la transition énergétique, on est sur le label Finansol également, sur les fonds solidaires, sur le label Relance concernant la relance de l'économie. Mais on est également sur les Globe Morningstar, donc, qui sont l'évaluation extra-financière justement de ces fonds. On est sur des scores, donc scores liés au risque environnemental, au risque par exemple de gouvernance, et on est sur ce qu'on appelle également les domaines controversés. C'est-à-dire qu'on a décidé, notamment dans les fiches valeurs, de mettre en avant auprès de nos clients la composition des portefeuilles dans, par exemple, des activités comme le tabac, l'armement, la pornographie, éventuellement. Donc, une dizaine de domaines dits controversés. Et ça donne la possibilité, éventuellement, aux clients de voir, grosso modo, justement, la composition du portefeuille. Et tout ça, justement, donc on tend à l'agréger dans un moteur de recherche sophistiqué. Ça veut dire qu'en fait, c'est un moteur de recherche multicritère qui, en fait, va effectivement donc, avoir le critère label, le critère justement donc, nombre de globes, le critère domaine controversé. Est-ce que vous voulez éventuellement, par exemple, un fonds investi ou pas dans le tabac, dans l'armement, dans le charbon thermique ou autre. Et donc voilà. Et donc ça donne la possibilité ensuite, justement, donc aux clients de faire un peu, voilà, son choix, encore une fois, en connaissance de cause. Donc on a cette simplification également de l'information que l'on apporte de cette manière-là. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on est également sur un certain nombre de webinaires en live. Ce sont des rendez-vous qui nous sont vraiment importants pour nous, qui nous tiennent à cœur. Et ce sont des rendez-vous, par exemple, que l'on peut avoir sur des thématiques durables. Dernièrement, on avait justement donc, sur l'hydrogène vert. Donc, comment, effectivement, donc, un fonds peut investir dans l'hydrogène vert avec les différentes composantes qui vont avec. Donc voilà. Donc, on est vraiment dans une construction systémique voilà, de cette mise à disposition de l'information, parce qu'on sait que le plus important, l'enjeu fondamental dans tout ça, c'est que effectivement l'investisseur retail in fine comprenne de quoi on parle.
Merci, Imen. Peut-être que tu veux compléter. Oui, peut-être un point. Le plus important, c'est la transparence, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sublimer ce qu'on est capable de faire à partir d'éléments extra-financiers. Ce qui est important, c'est d'en donner les limites. Dans les classes d'actifs, toutes ne sont pas égales dans la capacité à avoir de l'information profonde, de l'information vérifiée. Plus une entreprise, je le disais tout à l'heure, est importante, plus elle va formaliser politique, plus elle va diffuser d'informations, plus elle va être analysée, on va être à même de pouvoir en tirer des notations et comparer ces notations d'un fournisseur à un autre, compléter les recherches qui sont faites par les équipes d'investissement. Puis quand on commence à baisser sur des small limit cap, quand on sort du monde coté pour vers les actifs non cotés, vers l'immobilier, on a plus de difficultés à évaluer les actifs. Alors, vous savez qu'il y a un projet pour réglementer les agences ESG, pour qu'elles soient, et c'est très bien, obligées de rendre publique leur méthodologie. Tout le monde ne mesure pas la même chose. Ce qui est important, c'est de fixer les limites de ce que nous faisons, de ce que nous pouvons faire, pour qu'in fine, dans la consolidation et de ce qui est rendu aux investisseurs, on puisse dire, voilà, il y a une partie des informations qui sont estimées, qui sont modélisées, qui datent de tel moment, etc., etc. Et il y a des classes d'actifs aujourd'hui, il faut rester encore modeste sur la capacité que l'on a à pouvoir avoir une information profonde, je ne vais pas dire fiable, mais profonde, vérifiée. Notre travail à nous, c'est d'essayer de monter en gamme sur les classes d'actifs et sur les classes d'actifs les plus difficiles, les plus privées, en fait, par opposition à ce qui est public, pour pouvoir permettre aux asset managers de disposer de cette donnée et ainsi de pouvoir remonter, descendre en l'occurrence, toute la chaîne vis-à-vis de l'investisseur final. Mais il faut rester modeste. Maître mot, c'est la transparence dans la limite de ce que l'on peut donner. Sinon, on risque d'être taxé de greenwashing. Il y a parfois du greenwashing involontaire, on fait ce qu'on peut. Merci beaucoup, Xavier. C'est un très bon point d'ailleurs, et pour moi ça va être un des challenges de l'intégration de l'ESG, même sans parler de performance en fait, parce que même si on parle de transparence, une des grosses problématiques c'est qu'il y a très peu de comparabilité. Vous avez probablement tous vu au moins un bout de cette étude qui est sortie cette année, les corrélations entre les ratings des grandes agences sont de 0,6 comparé aux corrélations des credit ratings qu'on sait très bien faire depuis plusieurs dizaines d'années en finance, qui sont proches de 1. La problématique donc, c'est moi gérant, moi distributeur, si je n'ai qu'une seule source, est-ce que je fais vraiment de l'ESG ou est-ce que je fais de l'ESG selon la méthodologie de cette source, qui est en plus parfois opaque, avec ce qu'on a dit et ce qui va être un peu un des challenges de transparence. Comme c'est peu comparable et comme les méthodologies sont parfois des white papers titanesques, il y a un vrai challenge pour le gérant et il va avoir tendance, et on a vu l'ESMA d'ailleurs publier un questionnaire là-dessus en disant si vous voulez justifier des choix forts de gestion, il faut soit maîtriser de bout en bout la méthodologie de l'agence que vous prenez, et à ce moment-là prendre les données brutes et peut-être aller rajouter une couche de compétences, soit il faut en prendre plusieurs et essayer de comparer ces chiffres-là. Le problème, c'est que le dictionnaire n'est absolument pas le même. On a réussi plus ou moins à se mettre d'accord sur scope 1, scope 2, et encore, quand on calcule les PAI avec plusieurs agences, on a parfois des variables du simple au double, voire au 100. Et donc, c'est ce besoin, je ne pense pas qu'on arrivera à une finance qui est explicable et qu'on arrive à expliquer même aux particuliers tant qu'on ne sera pas mis d'accord sur un langage commun. Et ça va être un des challenges. Une fois qu'on aura ce langage commun qui implique d'avoir plusieurs avis, dans le credit rating, tout le monde prend au moins 3 agences, fait une moyenne ou fait un second best, etc. Et le ESG, on ne pourra pas avoir une seule agence. On ne pourra pas en avoir peut-être que 2. Et en plus, le ESG, c'est énormément de thématiques différentes. Tout le monde parlait du climat et du carbone, c'est quelque chose qu'on a réussi à mapper un petit peu. La biodiversité maintenant, il y a beaucoup de notions d'impact, il y a les territoires comme on en parlait, les risques physiques, la transition. Il y a énormément de sujets. Il faut absolument qu'on puisse arriver à se mettre d'accord pour avoir un langage commun. Et à ce moment-là, on pourra expliquer, on pourra être transparent, on pourra montrer le vrai impact que ça a sur la performance, même si c'est dur à réconcilier. J'ai eu beaucoup d'échos d'asset managers qui me disent « moi, mon job, c'est de faire de la perf ». Donc tant pis. Je ne pense pas que ces gens-là continueront longtemps parce qu'à un moment, la réglementation va leur taper sur les doigts. Mais malheureusement, dans le brouillard, ils pourraient tout à fait dire « je vous jure, j'ai mis des données ESG dans mon moteur de gestion, mais bon, voilà, c'était celles qui m'arrangeaient et donc je les ai utilisées. » Tant qu'on n'aura pas ce discours commun, ce sera difficile de l'expliquer jusqu'au consommateur final. Et en tout cas, l'industrie fera plus confiance
à des gens qui agrègent et qui viennent rajouter quelque chose de transparent, d'explicable, avec un moteur, une méthodologie, une autre façon de faire, où on va contacter directement l'entreprise, comme par exemple chez Etifinance, que des gens qui vous disent « moi je fais tous les ratings qui existent. Voilà. J'ai 50 000 points de données, allez-y, servez-vous ». Et ça, pour moi, ça va être le vrai prochain challenge pour réussir à avoir une gestion transparente et explicable. Un petit mot sur la corrélation des agences. Comme elles ne mesurent pas la même chose, c'est normal qu'elles ne soient pas corrélées. Les Européens vont mesurer la double matérialité et ceux qui ne sont pas européens vont mesurer que la matérialité financière. Et donc, de ce point de vue-là, ça crée des distorsions. D'où l'importance de la transparence des méthodologies pour savoir qu'est-ce que l'on mesure précisément. Et c'est effectivement le premier combat à mener. Merci à tous les trois. C'est effectivement très intéressant. On l'aura compris, un challenge autour de la transparence, notamment pour permettre de comparer les données, les méthodes et les informations qui sont mises à disposition. Peut-être que ça a été très riche, très dense. On a parlé de beaucoup de choses depuis le début de cette table ronde. Peut-être que pour essayer de synthétiser et de résumer ces réflexions autour des processus de gestion de la finance durable, vous pouvez nous expliquer quelles sont les évolutions finalement qui sont structurantes au sein de ces processus de gestion, lesquelles vous avez déjà constatées et lesquelles arrivent à l'avenir d'après vos convictions. Elsa, je vois que... J'ai pris le micro. Non, je vais rester très humble dans ma réponse parce que c'est voilà, prédire l'avenir, je n'ai pas de boule de cristal. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est deux choses. C'est qu'au départ, quand on parlait d'investissement socialement responsable, c'était un travail qui était fait plutôt en chambre. Je crois que le premier fonds ISR, il a été fait dans les années 70. C'était 2 moines méthodistes qui voulaient faire un fonds où ils voulaient exclure toutes les valeurs qui encourager l'apartheid ou encore encourager les investissements en Afrique du Sud. Donc voilà, ça remonte aux années 70, c'était un travail plutôt en chambre, un travail de niche, alors qu'aujourd'hui, même si c'était encore un travail d'expert, on s'en rend compte vu la complexité, c'est un travail de technicien pour bien comprendre SFDR, article 8, article 9, etc. Il faut que ce soit aujourd'hui l'affaire de tous. Et c'est pour ça qu'on a un énorme travail de vulgarisation à faire. Donc c'est ce que disait Imen tout à l'heure. Un énorme travail de vulgarisation pour essayer en tout cas de faire comprendre quels sont les produits financiers socialement responsable, en tout cas. Et ça, c'est le premier gros travail à fournir et c'est quelque chose de nouveau. Je pense que jusqu'ici, l'ISR, dans les sociétés de gestion, c'était une équipe, voire une personne sur le côté. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réellement au cœur des processus de gestion. Après, le vrai changement, il viendra, comme pour la grande consommation, du consommateur. C'est-à-dire que plus on aura des personnes qui seront intéressées par l'investissement socialement responsable, mieux ça marchera. Je crois qu'il y a une étude qui dit qu'il y a 60% des clients privés qui souhaiteraient avoir de l'investissement socialement responsable en portefeuille. Mais voilà, c'est pas ce qui se passe dans la réalité aujourd'hui, en tout cas moi, avec les statistiques que je constate à la financière de l'échiquier. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment, il va falloir vulgariser, et ça a commencé, mais voilà, il va falloir continuer pour passer justement de ce travail en chambre à quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire mainstream, mais excusez-moi pour l'anglicisme. Voilà. Le deuxième point, et que là je constate, mais c'est purement une expérience, je dirais, quasi personnelle au sein de mon entreprise, c'est qu'on est parti d'une méthodologie qui était extrêmement qualitative. Donc, c'est-à-dire qu'on avait très peu d'automatisation. C'était beaucoup des analystes ESG, pour reprendre le terme de Paul, qui analysaient les sociétés, on documentait dans Excel, on faisait une moyenne pondérée. Ok, voilà, est-ce que c'est 6 ? Est-ce que c'est un fonds impact du coup ? Est-ce que ça peut rentrer dans mon fonds impact ? Est-ce que ça peut rentrer dans mon label ISR ? Est-ce que ça intègre bien les critères ESG ? Et de cette méthodologie-là qui était à l'origine très qualitative, où on notait nous-mêmes le E, le S et le G. Aujourd'hui, on note plus que le G. Pourquoi ? Parce qu'on a justement une forme d'industrialisation qui est en train de se passer, où on tire le E et le S de MSCI, comme je disais précédemment. Et dans cette approche qualitative, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est obligé
du fait de tous les KPI qu'il faut sortir dans les fact sheets voilà, pour donner un maximum d'informations et de transparence aux clients, on est obligé de s'industrialiser et on est obligé de faire appel à des modèles plus quantitatifs. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous. Alors, je sais que WeFin a participé à une table ronde, il me semble, un peu plus tôt dans la journée. Donc voilà, j'en profite pour les citer. Mais voilà, nous, typiquement, on travaille avec WeFin pour nous aider à calculer tout ce qui va être ces KPI, tout ce qui va être ces indicateurs un peu plus quantitatifs. Et donc voilà, si pour moi, on doit retenir quelque chose, c'est qu'on va quand même vers du qualitatif, on va plutôt vers de l'industrialisation et donc forcément du quantitatif avec une agrégation de données et faire le tri dans toutes ces données qu'on a à disposition. Donc un long chemin parcouru qui n'est pas encore terminé, mais qui s'accélère pour le meilleur. Patrick, tu veux conclure? Oui, écoute, je voulais rebondir aussi sur ce qu'a dit Elsa, parce que alors nous, on a une approche, comme je le disais tout à l'heure, très quantitative. Et voilà, une petite parenthèse, mais pour construire un moteur de pricing quantitatif, donc non seulement il faut de la donnée. Donc là, on parle d'Etifinance, d'autres fournisseurs de données. Donc nous, on extrait 20 sources de données, donc ce qui fait effectivement un nombre de points énorme. Mais la grosse problématique, c'est une fois que j'ai ces données-là, comment je les rapproche de mon référentiel d'émetteur, parce que des providers, voilà, ils n'ont pas tous le code Bloomberg, ils n'ont pas tous un code ISIN à nous fournir. Et pour approcher tout ça, c'est là que commencent finalement les grandes difficultés. Il y a même des startups qui se positionnent juste sur cette partie-là, le mapping entre les indicateurs finalement fournis par les providers et le référentiel émetteur. Donc ça, c'est pour dire voilà, que pour industrialiser, on va dire, une note quantitative, c'est de lourds investissements. Donc nous, on a fait, je disais, depuis 5 ans, pour justement collecter ces données, les mapper sur notre référentiel émetteur, et ça, on le fait en interne, on va dire avec des bases de données, enfin une plateforme data qu'on a acquise, des algorithmes on va dire de logique floue pour pouvoir détecter les émetteurs. Et une fois qu'on a fait ça, effectivement, la construction de la note doit avoir un sens. Elle doit être stress testée. On backteste nos portefeuilles, etc., pour vérifier qu'effectivement, il y a quand même une continuité dans la note. Donc c'est vraiment des investissements assez lourds. Et pour conclure aussi, donc, alors effectivement, nous, on va dire que cette note qu'on a construite, c'est vrai qu'on a envie de la positionner pour pouvoir effectivement backtester aussi d'autres fonds que les nôtres. C'est vrai que nous aujourd'hui, cette note-là, on la teste sur nos fonds. Donc bon, on a une gamme de fonds qui est quand même assez riche, mais on aimerait bien l'étendre justement pour voir si, comme le disait Elsa, il y a un biais qui est voilà, peut-être un biais qu'on apporte sur un des piliers de l'ESG. Donc l'idée, c'est aussi de s'associer à une plateforme pour pouvoir faire un scoring assez massif de l'industrie, pour pouvoir voilà, constituer des peer groups par rapport à des gammes de fonds, voir la disparité des articles 8, des articles 9, comment on va dire ils sont scorés sur notre méthode, sur les différents piliers, voir un petit peu la loi normale de tout ça. Et une dernière chose aussi, par rapport aux données plus, on va dire, moins quantitatives, donc des données plus textuelles, parce qu'aujourd'hui, voilà, les providers de données nous fournissent pas mal de choses. Et ce qu'on aimerait bien aussi, c'est récupérer aussi nous-mêmes de l'information, on va dire, publique, donc qu'on peut intégrer dans des bases. Donc il y a pas mal de providers qui peuvent nous fournir de l'information publique, donc dont la presse, des sites d'ONG, il y a pas mal d'informations accessibles, d'avoir des processing qui permettent d'intégrer ces informations et des modèles pour aller chercher directement de l'information sur des sociétés, donc peut-être non cotées, donc plus petites, sur des thématiques données, donc voilà, qui parlent de telle chose, de l'impact, de la biodiversité, etc. Et pouvoir justement, alors dans l'analyse finalement un petit peu des controverses ou aussi de
on va dire, des sujets abordés dans ces médias, voir voilà, à quel moment on parle beaucoup de certaines problématiques. Nous, ça va nous aider justement pour faire des focus sur des sociétés, sur des thématiques qui sont très abordées pendant un moment et pouvoir justement en déduire des capacités d'investissement voilà, dans nos fonds. Donc en déduire finalement des actes de gestion qui pourraient être implicités par ces éléments qu'on va capter. Donc ça, il faut aussi des plateformes data pour récupérer beaucoup de données, avoir un modèle de recherche textuelle assez poussé pour pouvoir projeter des mots-clés, des entreprises, etc. et récupérer les bons articles et on va dire pouvoir scorer finalement les sujets les plus abordés. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter après quelque chose. Juste pour répondre à ta question, et même si on n'a pas de boule de cristal, comme dit Elsa, sur l'avenir de la finance durable, nous sommes convaincus au sein du groupe, bien entendu, mais également, et en particulier au sein d'Easy Bourse, que la finance durable, effectivement, va devenir un principe plutôt qu'une exception. Et ça, en fait, l'ensemble, enfin, un certain nombre, justement, donc, voilà, de signaux nous le montrent, en particulier, bien entendu, la grande vague de l'industrie, de la gestion d'actifs, mais également voilà, les agissements de nos régulateurs. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, aujourd'hui, c'est cette victoire, en fait, justement, de l'imposition de cette finance durable va passer par véritablement en fait, la compréhension justement donc, des investisseurs particuliers. Donc je pense que la finance durable va devenir le principe et non plus l'exception à l'avenir. On en est convaincus. Merci beaucoup Imen et merci à tous les 5 pour avoir partagé vos convictions et vos opinions sur ce sujet passionnant. On l'a bien compris, demain la finance durable ne sera plus l'exception mais sera la règle et on a encore du travail pour fiabiliser et réussir à la rendre le plus accessible possible aux particuliers et au grand public. Merci beaucoup.